Sur le plateau de Smartech aujourd'hui, mes commentateurs Marie-Christine Levet, fondatrice d'Edu Capital, Alain Staron, président d'Artifil et Yann Lechel, entrepreneur, PDG de Sens Digital. Bienvenue à tous les trois. On va débriefer ensemble de l'actualité de la semaine, de ces jours-ci, et puis aussi de notre premier sujet. On est très honoré de recevoir Lighton en plateau. Bonjour Laurent Daudet, vous êtes à la tête de cette start-up dont tout le monde me parle. J'ai reçu hier le coordonnateur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui m'a parlé de Lighton. J'ai reçu le Hub Francia lundi qui a publié sa cartographie des startups de l'IA, qui m'a parlé également de votre start-up. Vous êtes notre futur champion, paraît-il, dans ces intelligences artificielles génératives qui font beaucoup parler d'elles. Au départ, Lighton, c'est une spin-off d'universitaires. Alors, je voulais vous faire réagir là-dessus aussi. C'est donc Guillaume Avrin, hier, dans sa grande interview, qui nous disait « C'est vrai qu'on a les technos, on a les talents, on a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. » Mais je vous ai remarqué qu'il nous manquait quand même les champions économiques. Et là-dessus, il me dit « C'est vrai qu'il faut aussi qu'on apprenne à penser pas seulement offre, c'est-à-dire prouesse technologique, mais aussi demande. » Ça vous parle, ça ? Oui, tout à fait. Et je pense qu'on arrive à un moment de l'histoire où l'IA n'est plus juste une question d'ingénieur. On est vraiment à un moment très singulier. Et maintenant, cette IA, elle est prise en main par des gens dans les entreprises, dans des business units très différentes, des gens du marketing, des gens du service de R&D, des gens en production, etc., en service client. Tout un ensemble d'activités qui autrefois ne prenaient pas en main ça, et maintenant ça passe en production. On n'est plus à l'étape de la découverte, on est vraiment à l'étape de mise en production économique. Donc, mais ça veut dire aussi, c'est une nouvelle façon de penser son entreprise. Les deep tech jusqu'ici travaillaient quand même sur de la recherche et développement, pas forcément en s'intéressant derrière à la demande du marché, aux attentes, aux usages, aux nouveaux usages. Oui, vous avez raison. Et ces IA permettent de valoriser ces données, de faire des gains de productivité extrêmement importants. Parfois, on peut diviser par 10 le temps passé sur une tâche donnée. On peut vraiment le penser en termes de facteurs de gain de productivité pour l'entreprise, maintenant, aujourd'hui. Quand je vous ai reçu il y a donc 1 an, c'est ça, en plateau ça, oui. dans Smartech, on parlait de repousser les limites de l'intelligence artificielle. Depuis, il y a eu la sortie de ChatGPT par OpenAI, qui a surpris tout le monde, je crois. Et vous avez vous-même opéré un virage en 2020 vers ces IA génératives. Vous pensiez que ça allait rencontrer un tel succès ? Oui, pour nous, effectivement, c'était mai 2020 quand OpenAI a sorti l'ancêtre de ChatGPT, c'était GPT-3. Oui. Et pour nous, c'est là où on a eu cette révélation, où on s'est dit, le futur de l'IA, c'est ça. C'est ça, d'abord, d'un point de vue technique, ça nous a absolument scotché, ce truc où on scale des modèles, on fait des modèles à 175 milliards de paramètres, et là, on voit arriver des propriétés émergentes, ce qu'on appelle le zero-shot learning. En gros, ça sait faire des tâches sur lesquelles ça n'a pas été explicitement entraîné. Donc, d'un point de vue des gens qui sont des chercheurs sur l'IA, c'est absolument nouveau. Mais après, on a vu aussi le potentiel économique de ça. On s'est dit, ça va changer la façon dont les gens interagissent avec le texte, ça va révolutionner le tertiaire, en quelque sorte. Donc votre plateforme, l'équivalent, on va dire, de ChatGPT, notre futur champion mondial, on va même l'appeler comme ça, s'appelle Paradigme. Est-ce que ça fait exactement la même chose que ce qu'on a pu, nous, expérimenter avec ChatGPT ? Alors, c'est très similaire d'un point de vue cœur technique. Par contre, on est très différent d'un point de vue modèle de distribution. On va s'installer sur les serveurs des entreprises directement, on-premise, comme on dit, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème de confidentialité des données. Je ne sais pas que vous avez entendu probablement parler la semaine dernière de Samsung, qui s'est rendu compte qu'il y a eu plein de ces données qui sont parties dans la nature parce que ses employés utilisaient ChatGPT, à l'insu probablement de Samsung. Quand vous utilisez les modèles d'OpenAI, quand vous êtes sur des API sur leur serveur, vous ne savez pas trop ce qui va advenir de vos données. Elles sont même parfois réutilisées pour la prochaine génération de modèles. Alors au contraire, nous, ce qu'on propose, c'est tout un environnement logiciel où vous contrôlez totalement qui a accès à vos modèles, ce qu'ils en font, quels prompts ils utilisent, c'est-à-dire comment ils interagissent avec le modèle, de façon à ce que vous puissiez après améliorer le modèle. Ça ne part pas sur des serveurs cloud américains. Non, ça tourne sur les serveurs de l'entreprise, de nos clients. Donc, modèle différent sur la confidentialité, mais sinon, en termes de fonctionnement, d'utilisation ?
c'est la même chose? Sinon, ça fait exactement le même type de fonctionnalité. Vous pouvez faire des résumés, vous pouvez demander à faire des systèmes de questions-réponses, par exemple, sur des documents. Vous pouvez faire des systèmes de générer des outils pour le marketing, vous pouvez analyser des avis clients, vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire avec les modèles ChatGPT d'OpenAI. Ce sont des modèles de langage uniquement ou vous travaillez aussi sur l'image? Non, on se concentre sur les modèles de langage, ce qui est déjà extrêmement complexe. Ouais. Mais c'est de toute façon, le langage, c'est je dirais, l'épine dorsale de tous ces très grands modèles. L'image, c'est une extension, mais ça repose avant tout, ces modèles ont une vision du monde, si on peut dire, due au modèle de langage. Et alors, comme vous êtes français, une entreprise française, est-ce que vos IA sont plus pertinentes dans notre langue? Déjà, effectivement, oui, il y a eu beaucoup de Français dans le corpus d'apprentissage. Les modèles qu'on propose parlent environ 10 langues, les 10 langues principales européennes. Et on insiste beaucoup sur ces enjeux de souveraineté, effectivement, que ce soit bien sûr, j'ai déjà parlé de la souveraineté des données, mais il est important que en Europe, il y ait des alternatives qui soient faites ici localement, oui, sur les langues européennes, qui comprennent peut-être mieux ce que c'est que la culture européenne, unie dans la diversité, comme dit la devise européenne. Vous avez comparé justement les types de réponses qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a, parce qu'on parle souvent de l'importance culturelle en fait que peut véhiculer un outil comme ChatGPT, est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des réponses plus à l'américaine du côté de ChatGPT, plus à l'européenne de votre côté? Oui, il y a eu un grand drame là. Un jour, ChatGPT, alors j'ai essayé il y a quelques mois, j'ai pas essayé la version la plus récente, mais ChatGPT m'a dit que le Mont-Saint-Michel était en Bretagne. Quelle horreur! Ah oui, je vois qu'il n'est pas encore totalement acclimaté. Hein. Bon, alors, sur l'actualité autour de ces modèles d'IA générative et de ChatGPT en particulier, on a la CNIL italienne qui a vraiment précisé quelles étaient ses conditions pour lever les limitations d'utilisation des données des Italiens. La deadline, c'est le 30 avril, hein, ils ne rigolent pas, les Italiens. Donc, il faut pouvoir s'opposer facilement à l'utilisation de ces données personnelles, interdiction d'utilisation aux mineurs, faire aussi acte de pédagogie, vraiment, si je résume dans les grandes lignes. Comment vous réagissez, vous, à ce qu'impose aujourd'hui la CNIL italienne? Est-ce que vous pensez que ça peut déboucher sur des normes plus largement européennes? J'ai tendance à penser que cette nouvelle génération d'IA, effectivement, pose de nouvelles questions par rapport aux régulations sur les données personnelles ou par rapport à tout ce qu'on peut faire en termes d'automatisation des processus. On peut imaginer de l'IA qui va travailler sur des données médicales ou sur des CV en ressources humaines, etc. Donc, c'est important qu'il y ait effectivement une réflexion sur ce qu'on doit faire avec les données personnelles, ce qu'on doit faire avec ce type d'IA. Ceci dit, il est vraiment important de réfléchir de découpler le fond de la technologie et les usages qu'on en fait. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de freiner justement la technologie en Europe? Exactement. Je pense qu'il est important que les régulateurs comprennent qu'il y a de l'innovation extrêmement pointue en Europe et il faut trouver le bon équilibre, je dirais, entre l'innovation et puis le besoin nécessaire de régulation sur le type d'usage effectivement qu'on peut faire, qui peut être parfois, qui pose des questions certainement. En tout cas, Guillaume Avrin, donc le coordonnateur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, dit on ne freine pas du tout sur les IA génératives, au contraire, on accélère en France, ce qui n'empêche pas de se poser des questions quand même, hein, sur les limites juridiques, les questions éthiques. Vous avez une réaction là-dessus sur la sortie de la CNIL italienne ou aussi la plainte déposée par le député Éric Botorel pour fausses informations à son sujet, une plainte auprès de la CNIL? En Europe, c'est tout à fait légitime, en tout cas, de se poser des questions par rapport au framework, en tout cas au cadre RGPD. Mais la solution viendra d'entités comme Lighton, qui fournira un modèle on-premises, c'est-à-dire sur site, qui répondra à la fois aux enjeux de souveraineté de la donnée personnelle, et qui rentrera dans les cadres. Donc cette réflexion est tout à fait pertinente. Mais ça veut dire qu'on n'ouvre pas au grand public aussi, parce que... En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut se dire, moi je suis plutôt pour freiner la régulation, pour justement encourager l'innovation, hein, on vit tout dans le même bateau. En l'occurrence, vu les drames rapides provoqués par ChatGPT... Drame GPT, oui, bravo. Non, je ne veux pas le dire. Il est important de s'y prendre à l'avance. Et j'irai plus loin que le RGPD, parce que typiquement, vous répondez au RGPD 100%. Oui. Mais des sujets plus proches de l'éthique,
qui est est-ce que les messages délivrés sont pas susceptibles de manipuler à leur insu les utilisateurs, même si c'est dans un monde professionnel. Ça, c'est une question qui n'est pas traitée par le RGPD et qui est posée par les IA génératives. Marie-Christine ? Je dirais qu'on a tendance quand même en France à toujours trop réguler et à un moment donné à laisser aussi les Américains avancer et du coup ne jamais savoir de champion français ou européen. Donc et c'est clair qu'il faut mettre quelques règles, mais il faut vraiment ne pas freiner l'innovation. Et par exemple, interdire aux mineurs, je pense que c'est une bêtise, puisqu'ils iront le faire ailleurs. Et au contraire, il vaudrait mieux les éduquer, leur apprendre à l'utiliser, etc., plutôt que d'être toujours en défensif. Bah oui, on voit ce que ça a fait, l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Bon. Mais le moratoire qui a été signé par de nombreuses personnes, dont moi-même, invitait à ralentir la recherche sur des modèles supérieurs à GPT-4. Oui. Donc la France n'est pas dans la course aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, on va poser la question à Layton. Alors, notre ambition est d'être dans la course. Oui. Donc après, l'histoire le dira. Oui, bon. Il faut attendre combien de temps pour être vraiment dans la course ? Ça peut aller vite ? Ça va extrêmement vite. Ouais. Effectivement, ça va extrêmement vite. On est vraiment sur une accélération exponentielle du type d'investissement dans ce genre de technologie. Dans le monde entier, chaque année, c'est multiplié par 10 peut-être les montants qui sont mis, le nombre d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Donc effectivement, les constantes de temps, c'est à l'échelle de quelques mois. On ne parle pas à l'échelle de quelques années. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Laurent Daudet, Layton, futur champion dans ces IA génératives. À suivre tout de suite, c'est le reste du débrief de l'actu.